Alors, notre premier panel de l'avant-midi s'intitule « Composer avec l'eau, construire une métropole résiliente ». Et je vous rappelle que le 1er mars dernier a marqué l'entrée en vigueur par le gouvernement du Québec du nouveau cadre réglementaire pour la gestion des milieux hydriques et des ouvrages de protection contre les inondations. Alors, cette réglementation s'accompagne de nouvelles cartes de zones inondables qui concernent 70 municipalités de la CMM. Je vous rappelle qu'il y en a 82, donc ça concerne vraiment plusieurs d'entre vous. Donc, on veut vraiment explorer les impacts et mettre en lumière des initiatives concrètes d'adaptation et peut-être faire aussi émerger des pistes d'action pour renforcer la résilience du Grand Montréal. Alors, pour en discuter avec nous, puis je vais les inviter à venir me joindre sur la scène. Nous avons d'abord Denis Martin, le maire de Deux-Montagnes. On peut l'applaudir. Venez nous rejoindre, M. Martin. Également, Sybille Zettel, conseillère en planification au Bureau de la transition écologique et de la résilience de la Ville de Montréal. Et finalement, Hélène Levasseur, directrice recherche et éducation d'Architecture sans frontières. Alors, nous allons discuter tous les quatre ensemble, mais on pensait qu'il était important aussi de rappeler le contexte sur ces nouvelles cartes de zones inondables ainsi que le nouveau cadre réglementaire. Donc, nous avons invité un expert pour dresser la table. J'invite le directeur de la transition écologique de la CMM, M. Nicolas Milot. On peut l'applaudir, c'est lui qui commencera. Bonjour tout le monde, 3 minutes chrono. Écoutez, printemps chargé, oui, il y a l'entrée en vigueur du nouveau cadre réglementaire. Il y a aussi je pense un printemps où, excusez-moi, je suis posé, ça va trop vite. Bref, je vais aller freestyle. Donc, un printemps quand même assez inquiétant côté inondation. Petite mise à point, je l'ai faite régulièrement auprès des maires. Donc, Pierre Dupuis, notre ingénieur, nous dit que ce matin, le lac des Deux-Montagnes a atteint 23,78. À Sainte-Anne-de-Bellevue, on est en baisse. Il y a de la pluie cette semaine. Règle du pouce, 10 mm qui tombent dans le bassin versant, c'est 10 cm qui montent dans le lac. Donc, on s'attend à une hausse d'ici la fin de la semaine, mais selon les prévisions actuelles, rien de trop inquiétant. Le cadre réglementaire est rentré en vigueur. La CMM a travaillé d'arrache-pied dans les dernières années, dans les derniers mois, pour mettre à jour les cartes de zones inondables. Les cartes sont complétées. Pour l'ensemble des cours d'eau de la CMM, les cartes sont présentement en processus d'approbation auprès du ministère de l'Environnement et devraient graduellement rentrer en vigueur dans les prochaines années. Je ne sais toujours pas si j'ai la chance. Oui, donc j'ai mes figures. Donc, la CMM, dans le cadre de la mise à jour de ces cartes, fait aussi tout un travail d'accompagnement auprès de ces municipalités. On peut penser à l'accompagnement des villes pour la reconnaissance des ouvrages de protection. Plusieurs villes du Grand Montréal sont dotées de telles infrastructures. La recherche de solutions d'adaptation pour minimiser le risque sur le territoire et l'accompagnement des municipalités est excessivement présent ces temps-ci. Je veux d'ailleurs remercier l'équipe qui nous accompagne là-dessus. Les fameuses cartes, écoutez, essentiellement, les cartes, ça peut avoir l'air banal. Ça, c'est un effet de mise à jour très localisé sur le territoire. Donc, vous voyez les nouvelles zones. Dans le Grand Montréal, essentiellement, ce dont on parlera dans les prochaines années, c'est 15 000 bâtiments, 19 000 logements à ce jour. Donc, il faut comprendre qu'on a des cartes qui ont été faites sur les principaux cours d'eau. Il y en aura d'autres. Il y a des logements, des bâtiments qui vont s'ajouter pour une valeur foncière de près de 10 milliards calculée il y a déjà 3 ans. Donc, on est facilement au-delà du 10 milliards. Ce sont des zones inondables qui sont présentes dans des milieux de vie déjà construits. Et là, je me suis permis une petite capture d'écran Google. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont reconnaître. Je vais taire le nom de la municipalité, mais je vous invite à considérer que l'ensemble de cette photo se trouve en zone inondable. Donc, les zones inondables dans le Grand Montréal, ce n'est pas l'affaire de quelques privilégiés qui ont la chance de vivre sur le bord des cours d'eau. Ce sont des milieux de vie, des quartiers complets qui, des fois, se trouvent à devoir composer avec le risque. Ce sont des secteurs qu'on ne peut pas tout simplement penser abandonner pour fuir le risque. Il faut apprendre à vivre avec. Et oui, la réglementation vient de rentrer en vigueur. La réglementation permet d'encadrer projet par projet, permis par permis, ce qui est permis ou non. Mais il faut voir autrement. Et je pense que c'est un peu vers là que je pense que le panel s'en va ce matin. Quelles sont les solutions qui permettent d'offrir plus de résilience à un quartier comme celui-ci? Donc, bon panel. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Merci beaucoup, M. Milot. Ça nous démontre l'importance et les impacts que peuvent avoir donc cette nouvelle réalité. Puis j'aime bien qu'il vous a déjà mis sur la sellette en parlant de la situation de Deux-Montagnes. Est-ce que ça vous a donné un petit stress? Oui, effectivement. Effectivement, on voulait faire le test de nos mesures de protection, là, donc ça fonctionne très bien cette année.
discuter de ça. Bien, justement. Alors, on va discuter tous ensemble, tous les quatre, mais peut-être je vais vous laisser la parole, chacun d'entre vous, pour vraiment nous parler de vos réalités, de vos contextes. Et on commence avec vous, M. Martin. Donc, vous êtes le maire de Deux-Montagnes depuis 2013 déjà et membre du comité exécutif qui représente la couronne nord de la CMM. Et en 2017, il y a eu de grandes inondations qui ont frappé votre ville, qui ont causé 20 millions de dommages. Et là, vous vous êtes dit que ce serait la dernière fois que ça arriverait. Et vous avez vraiment pris le taureau par les cornes. Expliquez-nous un peu ce que vous avez fait, ce qui s'est passé. Bien, effectivement, on a resté surpris par cette crue soudaine en 2017. On apprend beaucoup de choses lorsqu'on devient maire. Là. Ça faisait ma 4e année. Puis effectivement, on arrive avec cette situation-là où on a senti la détresse des gens. Donc, ma solution facile, c'est de dire à mon DG qui est dans la salle, il ne faut plus que l'eau rentre. Donc, on a parti de là, puis on a travaillé sur différentes solutions à différents endroits où on pouvait justement bloquer les accès où l'eau avait rentré à l'intérieur du territoire. J'ai été invité à participer à une mission à Paris. Oui. On a discuté à Paris des différentes solutions qui existaient. Et à cette époque-là, on se disait souvent, bien, c'est aux 100 ans. Fait que moi, je figurais que j'aurais fini comme maire au bout de 100 ans, donc j'aurais pu m'occuper de ça. Ben non. Ils m'ont dit, ça peut arriver dans 2 ans, M. Martin, faites attention. Fait que je suis retourné rapidement dans la ville. On a acheté 3000 blocs de béton. On s'est préparé au cas où il y aurait une crue soudaine, puis on pensait que j'étais un peu fou de faire ça. Oui. Mais en 2019, on est arrivé, puis effectivement, on avait besoin. Il y a eu une deuxième série d'inondations. Il y a eu une deuxième moins grande série qu'en 2017, mais quand même. Honnêtement, on a eu les mêmes problèmes qu'on aurait pu avoir en 2017, soit 2 ans plus tard, alors qu'on prédisait des zones 100 ans. Donc, ces 3000 blocs de béton-là, moi, je dois remercier les employés puis l'ensemble des gens. On a trouvé une façon de les installer rapidement dans de 2 à 3 jours. Et on a pu, à ce moment-là, temporairement éviter l'entrée d'eau dans la ville. Donc, il y a eu 0 dommage en 2019. Et parallèlement à ça, on faisait toutes les démarches possibles là, pour avoir des digues qui étaient permanentes pour éviter cette situation-là année après année. Donc, on a eu les permissions de construire des digues permanentes. Et avec l'aide de la CMM, je vous dirais, l'aide de la CMM, c'est les 4 préliminaires qu'on avait, on connaissait exactement les endroits où aller intervenir. Et les travaux pour 2 à 3 millions là, au niveau de la digue, ça a permis justement d'avoir un pétrin tranquille cette année en 2026. Il y avait aussi une haute eau en 2021, donc aucun dommage depuis ce temps-là. Donc c'est pour nous très important. Ensuite, ils nous conseillaient pour les eaux de pluie de faire des bassins de rétention. Donc on a inclus un bassin de rétention dans un parc qu'on avait déjà. Pour vous donner un exemple, si le bassin de rétention avait été en fonction lors du 9 août, les grandes pluies du 9 août, aucun dommage aurait eu lieu dans la ville de Deux-Montagnes. Donc, toute cette gestion des eaux, que ce soit pluviale, des eaux au niveau des inondations, bien, ça se corrige. Et je vous dirais qu'il faut investir, tout l'argent investi. Comme je vous disais, il y avait 20 millions de dommages en 2017, aucun dommage depuis 2017. Mais l'investissement vaut la peine. Donc, on est vraiment plus dans la prévention dans votre cas et ça a été payant. Ça a été très payant pour la ville. Le soulagement au niveau des gens, je peux vous dire que maintenant, on me rencontre dans la rue et ils sont comme satisfaits en disant bien, ils n'ont plus d'inquiétude là, pour leur bien. Donc, pour nous, c'est un problème de régler. Et moi, j'encourage les gens à trouver des solutions qui sont adaptées à notre milieu de vie. On parle souvent du nombre, on parle souvent, bien, déplacez-vous, mais ça ne se déplace pas. Là. On a pour 10 milliards de valeurs foncières. Il y a des solutions. Ça demande justement, comme vous disiez, prendre le taureau par les cornes puis de jamais lâcher le dossier. On le fait, puis moi, j'encourage chaque ville de travailler. Il ne faut pas lâcher parce qu'il y en a des embûches. Je vais vous dire qu'il y en a des embûches. Et on parlera un peu plus tard de la réécriture des règlements en zone inondable aussi, qui a été un de vos chevals de bataille, si je peux dire. Effectivement. Parfait. On passe maintenant donc à Sibylle. Vous accompagnez plusieurs arrondissements, dont celui d'Annecy-Cartierville, entre autres dans la conception de mesures d'adaptation multi-échelle. Donc, quels sont les modèles que vous avez créés là, pour ces aléas climatiques? Bien oui, effectivement, j'ai accompagné différents arrondissements, mais particulièrement l'arrondissement d'Annecy-Cartierville.
pour développer des mesures d'adaptation systémique aux inondations. Puis, un peu comme Bruno Marchand disait tout à l'heure, pour la gestion de la mobilité, d'avoir une vision effectivement intégrée, puis à long terme. C'est un peu sur ça qu'on s'est basé dès le départ dans ces travaux-là. Et parce qu'on le sait, en fait, le territoire de Montréal, effectivement, il y a une grande partie qui est touchée, qui est impactée par les pluies, mais il y a quand même tout un territoire qui est aussi à la fois touché par les pluies et les crues. Donc, tout à l'heure, on le disait, c'est à peu près 15 000 bâtiments dans toute la CMM qui sont quand même concernés. Donc, on a développé 2 méthodologies de travail, d'analyse. D'une part, sur donc une modélisation qui comprend un ensemble de données à la fois. Donc, on a fait toute une analyse avec l'équipe de la CMM, puis avec Dominique Brûlé, aussi ma collègue au service de l'eau, pour rassembler des données de pluie avec des scénarios de crues et puis en même temps intégrer la modélisation hydrodynamique des infrastructures souterraines pour comprendre, l'idée étant de comprendre le comportement de l'eau en surface et en souterrain. Oui, qui peut surgir. Exactement. Et donc, l'objectif à travers ça, c'est de pouvoir identifier quelles sont justement les faiblesses sur le territoire et quelles sont aussi les opportunités d'action finalement. Donc ça, c'était un gros travail qu'on a pu développer et on a maintenant en fait une modélisation qui nous permet en fait d'avoir une vision en 2D. Puis là, oui, c'est ça, on voit les secteurs à l'étude. Un peu, on parlait de multi-échelle dans la question, mais effectivement, ça concerne, l'idée, c'est de pouvoir agir sur l'ensemble de ces secteurs qui sont les plus vulnérables dans l'arrondissement d'Antiquartierville. Et donc, en ayant cette vision à la fois avec la problématique des pluies et des crues, parce que là, on ne le voit pas, mais sur cette image à gauche, effectivement, il y a la rivière. Mais ce qu'on ne voit pas ressortir, là, tout de suite sur la photo, c'est tous les bassins versants qui viennent avec les eaux de ruissellement qui se dirigent vers la rivière, donc qui traversent les bâtiments. Donc, notre méthodologie de travail, d'analyse a permis d'identifier donc les faiblesses, comme je disais tout à l'heure, les enjeux. Et donc là, on a fait une modélisation 2D qui nous a permis de baser nos travaux sur cette première étape-là. Et la volonté, c'est aussi d'aller travailler sur un modèle 3D à plus long terme pour aussi vulgariser l'information. Parce que je vais en parler tout à l'heure, mais on a travaillé aussi avec un ensemble de partenaires et puis des citoyens. Puis c'est sûr que ce côté technique est très important pour nos travaux, mais après, pour la vulgarisation, pour outiller, sensibiliser, mais le fait de développer aussi un modèle 3D est super indispensable, je dirais. Bien, c'est sûr que quand on le voit, on comprend mieux, là. Exactement. Et en parallèle de ça aussi, on a développé donc une autre méthode d'analyse qui concerne un outil d'évaluation multicritère qui fait en sorte que, parce qu'en fait, les mesures qu'on a pu co-concevoir, c'est en fait, de n'importe quelle façon on va selon la conception qu'on va faire, ça peut être efficace. D'une mesure à une autre qu'on a pu imaginer, elle peut être efficace selon sa conception. Mais donc, ce qu'on a voulu ajouter dans la prise de décision, si on veut, c'est, en plus de considérer la sécurité des personnes et puis bien sûr une économie, mais c'est de voir à plus long terme. Qu'est-ce que ça peut apporter, ces mesures-là, en matière de biens communs, en matière d'impacts environnementaux, et puis aussi en matière d'économie, mais à moyen et long terme, qu'est-ce qu'on veut léguer finalement au prochain. Mais j'imagine qu'il y a des gens dans la salle qui se disent, oui, mais quelle mesure doit-on utiliser? Parce que s'il y a différentes façons de mesurer, comment les élus peuvent savoir laquelle on prend et quelle est la meilleure? Mais c'est ça. Mais alors, cette modélisation qu'on a pu développer nous permet effectivement de penser à un ensemble de mesures que vous pouvez voir sur l'image de droite. Donc, l'idée, c'est ça. C'est effectivement avec cette problématique des pluies et cette problématique des crues, mais quelles mesures mettre à quel endroit? Et puis, effectivement, c'est un ensemble, ce qui ressort de nos travaux pas mal, c'est d'allier finalement le génie civil au génie écologique. Donc, de voir à quel endroit on peut effectivement mettre en place des mesures qui vont protéger ou, au contraire, laisser des espaces à certains endroits, accueillir l'eau. Je vais en reparler aussi tout à l'heure, mais oui, donc c'est pas mal après. Et puis, donc, le fait de tester l'efficacité des mesures avec un outil, une méthodologie plus de cartographie, de modélisation. Il y a après cet outil décisionnel, effectivement, qui nous aide à pouvoir aller voir au-delà de l'efficacité. Quelle serait la mesure à privilégier? Absolument. Hélène, vous avez lancé il y a 2 mois un nouveau guide national qui contient un cahier à propos du risque d'inondation à l'échelle du bâtiment. Donc là, on a parlé de ce que c'est une réalité dans une ville. Après ça, on parle dans un quartier. Là, vous êtes vraiment au niveau du bâtiment comme architecte. Est-ce que vous voulez nous le présenter? Oui, bien d'abord,
Merci à la CMM, en fait, parce que ce guide-là, il a été lancé. Ça fait en fait 6 ans qu'on travaille dessus. Le premier mandat, il a commencé à se ficeler justement avec la CMM en 2019, qui disait on parle beaucoup du territoire, on parle comment gérer au niveau des villes, mais ce qui est impacté, c'est les bâtiments, puis il n'y a pas de connaissance vraiment au Québec, il n'y a pas de cadre réglementaire qui nous dit qu'est-ce qu'on fait avec le bâtiment en zone inondable et tout ça. Donc, grâce à eux, depuis 2020, on a commencé à mieux comprendre comment on pouvait adapter un bâtiment. Donc, dans les dernières années, on s'est attaqué à cet angle mort-là et on en est venu à développer ce guide-là. Il y a le petit code QR, il faut aller le chercher, qui est maintenant diffusé par le gouvernement du Québec. Donc, c'est rendu le Guide national d'adaptation des bâtiments. À quoi il sert? En fait, il sert à établir un langage commun pour qu'à la fois le propriétaire, le contracteur, la municipalité puissent s'entendre sur des grands concepts, comment on doit adapter un bâtiment. Sybille nommait tout à l'heure, on parle d'accueillir l'eau à l'échelle du territoire. Accueillir l'eau, c'est un concept que littéralement on a inventé parce qu'en France, on parlait de céder le passage à l'eau. Donc, on cède, c'est beau, c'est poli, mais en québécois, céder, parfois, c'est aussi tomber, se briser. Donc, il y a eu beaucoup de travail au niveau de la communication, de comment on communique le risque et aussi comment on communique les mesures pour réduire ce risque-là. Donc, 3 cahiers sont développés. Le premier, c'est vraiment sur le risque, comprendre qu'est-ce que c'est le risque à l'échelle du bâtiment. Ensuite, on va parler, il va y avoir 2 cahiers qui vont être plus dans l'action. Comment gérer mieux l'eau au niveau d'un bâtiment. Donc, ça va être toutes les mesures qui vont permettre de contrôler le passage de l'eau, de réduire l'entrée d'eau. Donc, c'est toutes les mesures qui bloquent, redirigent, infiltrent l'eau. Et ensuite, ça, c'est pour toute forme de bâtiment, autant du résidentiel, commercial, OK. Tout à fait. Et ensuite, le 3e cahier, on va être plus sur le reconstruire ou le construire mieux. Donc, on va prendre pour acquis que l'eau va finalement faire son chemin d'une façon ou d'une autre. Elle peut tomber du ciel aussi, donc il y a de l'eau partout. Donc, tant qu'à construire, comment on peut construire mieux? Donc là, on va parler de matériaux, on va parler de positionnement des équipements techniques, on va parler aussi de comment les pièces sont placées. S'il y avait une chose à retenir, en fait, pour faire revenir sur le risque, c'est comprendre le risque à l'échelle du bâtiment, c'est quoi? Ça aussi, ça a été beaucoup un travail de communication, comment communiquer ce risque-là. Donc, le diagramme que vous voyez ici, la petite bulle d'en haut, là, remarquez le orange en haut qui symbolise le risque. Donc, il y a l'aléa, il y a la quantité d'eau qui est en bleu, et il y a la vulnérabilité, excusez-moi, qui est en vert. Donc, comment faire pour réduire le risque à la croisée de l'aléa et de la vulnérabilité ou la sensibilité? Il y a 3 façons d'agir sur un bâtiment. On peut jouer sur l'aléa. Puis quand je dis jouer sur l'aléa, c'est pas tant jouer sur l'ampleur de l'inondation. Donc, à l'échelle du bâtiment, on a 0 pouvoir là-dessus. Par contre, à l'échelle du bâtiment, on peut mieux gérer nos gouttières, on peut mieux gérer notre terrain, donc s'assurer qu'il y a des pentes. Donc, tout ce qui a trait à comment l'eau atteint ou circule autour et aussi en dessous d'un bâtiment, ça, un propriétaire peut intervenir là-dessus. Donc ça peut être intéressant, effectivement, s'il y a reconstruction, mais ça pourrait être même intéressant dès maintenant pour nouvelles constructions en zone inondable ou non inondable, parce qu'on sait que les cartes vont peut-être éventuellement être de plus en plus grandes. Tout à fait. Donc, toutes les mesures qui ont attrait à l'aléa, donc réduire la quantité d'eau, ça c'est une première façon. La deuxième façon aussi de jouer sur le risque, ça va être de réduire son exposition. Donc là, on ne parle pas nécessairement de relocaliser la maison. Je pense que Nicolas, il l'a bien démontré tout à l'heure, et les quartiers sont bien implantés. Donc, il s'agit de déplacer à l'échelle du bâtiment les éléments qui sont vulnérables. Donc là, on va parler de déplacer les espaces de vie au rez-de-chaussée. Donc, on sort les chambres du sous-sol, par exemple. On va parler aussi peut-être de rehausser au sous-sol les appareils électroménagers pour que s'il y avait 30 cm d'eau au sous-sol, la laveuse, la sécheuse ne soit pas impactée. Et ensuite, la 3e façon, ça va être de réduire la sensibilité ou la vulnérabilité. Donc là, c'est là qu'on va parler d'assemblage résilient. Donc, comment construire un mur, quel type de matériaux utiliser pour que si l'eau entre à l'intérieur, les dommages soient moins grands. Donc, 3 choses, on réduit la quantité d'eau, on réduit l'exposition et on réduit la vulnérabilité, la sensibilité. C'est les 3 choses à retenir aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup donc de nous avoir partagé un peu vos expertises. Allons-y donc dans cette conversation à 4. Je
pense qu'on réalise bien que l'adaptation du territoire pour composer avec l'eau va nécessiter des changements importants qui vont toucher plusieurs personnes. Comment on peut inclure les citoyens, les citoyennes, les parties prenantes, les organismes dans ce processus-là? Peut-être nous donner des exemples dans vos différents contextes. Je commence avec vous. C'est évident que lorsqu'on a commencé notre projet, les riverains, leur grosse crainte, c'était la vue. Moi, j'ai payé pour la vue, puis j'ai un beau terrain sur le bord de l'eau. Mais lorsqu'on regardait la carte tantôt, ça rentrait dans le territoire. Puis ce n'était pas des riverains qui étaient les plus affectés. Donc, de faire une consultation publique, de leur expliquer qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, qu'est-ce que ça va impacter chez eux. Mais la première consultation, je peux vous dire qu'il y a eu justement ces riverains-là avec les gens à l'intérieur. Puis c'est pas toujours facile. Mais à un moment donné, d'être proche d'eux puis bien leur expliquer, ça a aidé. On a fait beaucoup d'assemblées de cuisine, que j'appelle. On s'est rendu directement chez les citoyens, sur chacun des riverains, pour leur expliquer qu'est-ce qu'on ferait dans leur cours, comment ils seraient affectés. Plusieurs sont arrivés avec des solutions. Je vous dirais que des fois, les ingénieurs, finalement, on a réussi à créer une plage avec des idées de citoyens. OK. Donc, eux, les ingénieurs faisaient un mur, mais là, finalement, on dit, bien, ça, on rentre, puis là, finalement, on a fait l'étude. Donc, cet échange-là avec les citoyens, pour moi, ça a été très enrichissant. C'est eux qui demeurent là, puis nous, bien, on a pu travailler avec eux pour trouver les meilleures solutions. Donc, ça a été gagnant pour tout le monde. Maintenant, la ville est protégée, mais c'est un impact important de parler aux citoyens. On parle, dans ce cas-ci, des fois, d'acceptabilité sociale. Est-ce qu'on peut arriver à un consensus? Bien, dans notre cas, on est arrivé avec un consensus. C'est sûr qu'on ne peut pas arriver avec une majorité, mais je dis on arrive avec un consensus. Est-ce que tout le monde est content? Je dirais, l'idée, c'est d'avoir une majorité. Okay. Puis, il faut partir de là. S'il faut attendre que tout le monde soit content, on sera encore en train de discuter aujourd'hui. Mais, sur tous les sujets, d'ailleurs. Il faut arriver avec justement un consensus, puis avec une certaine majorité, et être convaincu de notre bien. Là, avec les résultats qu'on a, parce que la preuve, on en a parlé tantôt, il n'y a eu aucun dommage depuis les 7 dernières années. Là, vous avez la preuve qui vient. Donc, ça fait en sorte que tout le monde est content. Ils se sont adaptés à cette nouvelle vue sur le lac, si on veut. Et aussi, les citoyens à l'intérieur sont très heureux. Cybèle, vous avez vraiment fait une démarche de co-création participative où, justement, vous êtes allé chercher toutes les parties prenantes. Expliquez-nous. Bien, c'est ça, le cœur de nos travaux était effectivement, on savait qu'il fallait développer donc des mesures d'adaptation, mais c'est de savoir, notre volonté, c'était d'intégrer effectivement les citoyens, puis un ensemble de partenaires multidisciplinaires pour s'assurer de toute manière, les décisions ne peuvent pas être juste sur un cerveau, décidées par une seule personne. Là, donc, du coup, on a été chercher une vingtaine d'experts internes et externes à la ville, et puis des citoyens, pour donc procéder déjà aux premiers travaux que je vous ai présentés tout à l'heure, puis aussi pour développer cette démarche participative. Donc, en premier lieu, on a été d'abord sonder les citoyens pour connaître leurs besoins. Donc, ce qui est ressorti de ce sondage-là, où il y a eu 250 répondants dans les zones qui sont vulnérables aux inondations. Ça, c'est toujours Antique-Cartierville. Oui, c'est là toujours que vous avez Antique-Cartierville. Toute cette démarche est en parallèle du projet. Et donc, on a pu identifier le fait qu'il y avait un besoin déjà de connaître les risques, puis de connaître qu'est-ce que moi, à l'échelle de mon bâtiment, ou qu'est-ce que je peux faire moi-même. Donc, on a réuni les partenaires avec qui on collabore dans ce dossier depuis le début pour créer une journée d'information avec des kiosques, en fait, où chaque partenaire tenait un kiosque. Il y avait notamment Architecture sans frontières Québec, la Direction régionale de la santé publique, Ouranos, le Vivre en ville, etc., etc. Puis l'idée, c'était de pouvoir outiller le citoyen, l'informer sur, effectivement, les risques, mais aussi comment, donc, il peut agir à son échelle. Puis, aussi, en cas d'inondation, il y avait aussi la sécurité civile, notre équipe de sécurité civile qui était présente sur place, et donc la Direction régionale de la santé publique, pour aussi outiller le citoyen de savoir comment je peux agir en période d'inondation, pendant et après. Bien, d'avoir en fait des scénarios d'adaptation d'une certaine façon. Mais là, oui, c'est ça. En fait, il y avait un côté. Effectivement, ces informations-là ont pu outiller les citoyens sur comment je peux agir en prévention à long terme, puis aussi comment je peux agir en cas d'urgence. Puis l'autre partie, donc les autres étapes, c'était lors de cette journée, on a mobilisé les citoyens pour qu'ils puissent participer aux ateliers de co-création.
Et puis donc, il y a eu deux séances, 2 journées ensuite, où on a pu aller sur le terrain pour sonder déjà quels sont les enjeux que les citoyens ont vécus, donc avec des retours sur expérience qu'ils ont pu nous présenter au lieu dans lequel ils vivent. Puis ensuite, on a pu co-concevoir des scénarios d'adaptation, effectivement. Donc, on les a intégrés pour cette partie-là de conception. Puis, en parallèle, on a continué notre relation avec eux, puis leur implication aussi dans l'outil décisionnel multicritère dans lequel on les a intégrés pour la pondération. On leur a demandé, selon vous, selon tous ces critères, indicateurs d'analyse qui devraient être considérés pour les prises de décision, quelles sont les plus importantes et les moins importantes. Donc ça aussi, on a pu faire ça avec eux. Je vais passer rapidement à Hélène. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes là, pour terminer notre panel. J'aimerais ça qu'on parle d'autres sujets aussi, mais vous aussi, vous avez outillé les citoyennes, les citoyens et les organisations à agir sur leurs bâtiments. Bien, le guide sert à ça. Donc, de plus en plus, on se promène dans les municipalités, dans des ateliers comme celle que Sybille a mentionné. Donc, nous, on est là vraiment pour montrer quelles sont les choses à faire. Ça va aller dans des mesures super simples. On va parler de clapet, le fameux drain français que tout le monde parle. Tout ça peut être des bonnes idées, mais tout ça peut être de très mauvaises idées aussi. Donc, on est vraiment là pour expliquer, oui, il y a des mesures qui existent, mais encore là, avant de commencer à mettre des mesures, il faut comprendre le risque. Oui. Et chaque maison, en fait, est complètement différente. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'on va vraiment communiquer. Donc, pourquoi 2 voisins avec des maisons pratiquement similaires ne seront pas inondés de la même façon? Les impacts ne seront pas les mêmes. Donc, ça prend un diagnostic de vulnérabilité. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'on fait notamment. Peut-être comme dernière question, quelles seraient les priorités d'intervention qui devraient guider les prochaines années en matière d'adaptation aux inondations? Sybille, peut-être est-ce quand on est devant l'urgence, on veut aller trop vite et on fait des erreurs à ce moment-là? Bien, c'est ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution précise. Oui. C'est vraiment du cas par cas. Puis, c'est sûr que la méthodologie d'analyse qu'on a développée, effectivement, je trouve qu'elle est intéressante, en tout cas, à reproduire parce que, effectivement, ne serait-ce qu'avoir une gestion intégrée en considérant différents aléas climatiques, ça permet d'éviter aussi la maladaptation. Parce que si, effectivement, on ne considère pas l'ensemble des risques ou des aléas qui peuvent toucher un secteur, bien, si on met en place une mesure, bien, ça peut faire un effet rebond sur quelque chose qu'on ne s'y attend pas. Puis, effectivement, bien, la co-création, l'intégration des personnes pour co-construire ensemble les mesures d'intervention, c'est ce que je dirais. Monsieur Martin, on l'a vu chez vous, ça a vraiment été une bonne chose de faire de la prévention. Est-ce que c'est ce que vous suggérez à tous de faire? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pensez qui sont importantes à faire comme priorité d'intervention? Bien, je vous dirais que le Québec, des fois, on a tendance à faire une solution pour l'ensemble du Québec. Oui. Ce n'est pas une solution pour l'ensemble du Québec. Les élus municipaux, on est proche de notre territoire, puis on connaît le territoire, on sait où on peut agir. Donc, chaque situation est différente. Une ville peut avoir une solution, une autre ville peut avoir une autre solution. Et moi, je pense que c'est important d'arrêter de vouloir faire pareil partout ou rien faire. Parce que souvent, quand on veut avoir la même solution qui va s'adapter partout, bien, on finit par rien faire. Donc, chaque ville a sa solution, chaque ville a ses enjeux. Donc, moi, je dirais faire confiance aux élus municipaux là, sur la connaissance de leur territoire. Hélène, vous avez parlé des 3 guides, donc est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit prioriser? Pour les municipalités, en fait, je vais y aller là. 3 choses, je dirais mieux comprendre le réseau de l'eau. Puis ça ne veut pas juste dire parler de rivières puis de parler de cuvettes, c'est aussi beaucoup comprendre tout l'eau en souterrain. Oui. Donc, on l'a vu beaucoup dans les dernières inondations. Il y a beaucoup de sommes-pompes, de drains français qui fonctionnent constamment en temps normal parce que la nappe phréatique est souvent très élevée. Donc, c'est super important comme concepteur, quand on conçoit des maisons, quand on rénove des maisons, d'avoir accès à ces données-là. Fait que ça, c'est une première priorité. Donc, comprendre l'eau à l'échelle des municipalités, à tous les niveaux, dans votre sous-sol y compris. Là, je ne parle pas du sous-sol de l'hôtel de ville. Oui. Mieux comprendre, bien, aider aussi à mieux construire. Donc, ça parle de revoir les règlements de construction, par exemple, revoir les politiques pour soutenir les citoyens, pour favoriser l'accès à ces mesures d'adaptation-là. Puis l'autre chose que je vais nommer rapidement, là, c'est un grand chantier qu'on voit de plus en plus apparaître, là, c'est commencer à parler d'équité, de justice climatique, parce qu'on le voit beaucoup présentement. La justice climatique, OK. Il y a beaucoup de programmes de financement qui sont là déjà pour les propriétaires, qui sont là pour les gens qui ont le moyen
aussi d'adapter leurs bâtiments. On voit de plus en plus de personnes en location dans des sous-sols, dans des demi-sous-sols qui n'ont aucun recours. C'est les plus vulnérables, c'est les plus exposés à ces enjeux-là. Donc, il va falloir commencer, c'est une méga priorité, je pense, pour les municipalités de commencer à penser à l'équité en lien avec l'adaptation au changement climatique. C'est un très bon point. Monsieur Martin, vous vouliez aussi nous parler de cette réglementation. Hein? On l'a mentionné au début, ça vous fait sourire parce que quand on a préparé le panel, vous en aviez long à dire. Parlez-nous un peu là, de cette... est-ce que vous la trouvez simple à interpréter, cette réglementation? Ben, je vous dirais qu'après la digue, ça fait déjà nos mesures de protection, au-dessus de 6 ans qu'on a ça. Oui. On a attendu patiemment après le règlement. Moi, je dis toujours, il y a des gens derrière ça. Il y a des gens qui vivent ça, ils vivent ce milieu-là, donc ils vivent beaucoup d'insécurité. On est arrivé, moi, je trouvais que l'idée de risque, faible risque, moyen risque, zone protégée, moi, je pensais qu'on sortait facilement, là, que c'était une solution facile. Oui. Non, on nous a sorti un règlement de 700 pages. Du copier-coller, c'est les anciens règlements. Puis là, il est à l'interprétation de tout le monde. Donc, chacun dans nos villes, nos urbanistes l'interprètent d'une façon, puis telle page 32 contredit la page 524. Cette réglementation-là n'est pas simple à appliquer. Et là, on arrive avec une cartographie qui inquiète. Donc, effectivement, j'en ai long à dire sur la réglementation. Je comprends un règlement, oui. Mais il faut simplifier l'application de ce règlement-là, et c'est pas simple. Je parlais du mur à mur qu'il y a un petit peu partout au Québec. Oui. Bien, ce qui est en Beauce, c'est pas ce qui est chez nous. Est-ce qu'à ce moment-là, on devrait avoir une réglementation avec un objectif ou une réglementation restrictive? Bien, il faut avoir l'objectif de qu'est-ce qu'on a voulu faire, là, effectivement, c'est de protéger le territoire, comment on peut s'adapter. Quand je suis allé à Paris, ils construisent dans du 0-2 ans, l'ancienne réglementation, là, les inondations, ils en ont 2 ans. Bon, ils construisent là-bas des stations de métro, des écoles, etc., mais ils construisent, comme vous avez mentionné, en fonction de ce risque-là, et c'est adapté. Donc, il n'y a pas de dommages, il n'y a pas de risque pour la population. Tu sais, les terrains on en cherche, là. Oui. La réglementation, chez moi, j'ai 32 terrains de disponibles depuis 8 ans. Puis là, on est proche d'une station de REM, on veut faire du logement abordable, oui. On est prêt, nous, la Ville, à en donner une bonne partie, ça nous a été cédé, on va les retourner pour du logement abordable, j'attends. Et j'attends toujours. Et je risque, là, avec toute cette réglementation-là, qui a été toute approuvée par des ingénieurs, le gouvernement du Québec, tout ce qu'on a fait, bien là, il faut prouver encore une fois que ça fonctionne. Et on ne voit pas le bout de la lumière au bout du tunnel pour justement céder ça, pour justement avoir des terrains pour ça. Ça se construit. Et on en parlera encore une fois dans le panel cet après-midi sur la densification. Vous êtes un très bon exemple là, dans votre région. Hélène, est-ce que vous pensez qu'on devrait avoir un outil d'interprétation donc de ce règlement-là? Oui. Je veux juste parler à l'échelle du bâtiment, oui. Parce que c'est ça. Présentement, dans le règlement, ce qu'on voit pour le connaître, ce qui a trait au bâtiment, on est beaucoup dans l'objectif. Fait que si un outil d'interprétation devrait un peu à comprendre comment on peut atteindre un objectif à la fois de performance d'une mesure, mais aussi de sécurité, je pense que c'est pas mal les deux choses sur lesquelles on doit s'entendre. Donc, il y a beaucoup de place à l'interprétation de comment les mesures peuvent être mises en place oui. Pour répondre aux exigences du règlement. Encore là, bien, ça va être de comprendre comment atteindre un objectif. Donc, tout à l'heure, quand je parlais de comprendre le risque, c'est un peu le base. Donc oui, ça prend un objectif, ça prend un outil d'interprétation, mais ça prend en amont, je pense, une meilleure compréhension de comment fonctionne un bâtiment quand l'eau arrive tout bord, tout côté. Fait que c'est beaucoup d'accompagnement pour les municipalités aussi qui s'organisent de formation et tout ça. Donc, je pense que ça, c'est peut-être une étape à prendre en amont avant l'interprétation. Sibylle? Oui, mais ce qui serait intéressant aussi, c'est que les règlements permettent aussi le principe de transparence hydraulique, je dirais. OK. Qu'est-ce que c'est la transparence hydraulique? Bien, en fait, c'est de pouvoir concevoir des quartiers ou adapter des quartiers avec une vision donc multi-échelle, effectivement, où on peut agir à la fois à l'échelle des bâtiments, des rues, des trottoirs, oui. Des parcs, etc. Et de faire en sorte qu'on puisse trouver des façons de laisser l'eau passer finalement. Donc oui, à l'échelle du bâtiment, mais aussi du quartier. Parce que ça peut faire peur.
Mais ça apporte toute une autre relation pour les citoyens, et puis une autre capacité d'adaptation, parce que du coup, il y a une cohabitation sociale et physique qui se crée. Les citoyens savent comment réagir quand ils vivent dans ce type de quartier. Oui. Et en fait, le principe, c'est qu'on va créer le moins d'obstacles possible à l'eau. On va créer des infrastructures pour les accueillir, ralentir, rediriger les eaux. Mais en fait, le potentiel qu'il y a avec ça, c'est qu'aussi, une fois que l'eau part ensuite, mais il y a un temps de rétablissement qui est minime. Il n'y a quasiment rien à faire, il n'y a quasiment aucun impact sur le cadre bâti. Donc si effectivement on doit vivre encore dans des zones inondables, c'est très intéressant de effectivement favoriser le principe de transparence hydraulique pour avoir un cadre bâti adapté, puis des citoyens avertis et connaisseurs de leur milieu encore plus. Donc on est vraiment plus dans composer avec l'eau que d'essayer de la contraindre. Exactement. De gérer. Vous vouliez, oui, vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais ajouter tout à l'heure, on posait la question de l'outil. On a mis hier en ligne sur la boîte à outils qu'on avait mis le code cœur tout à l'heure, un outil qui a été développé par un collaborateur, je ne sais pas si c'est ici dans la salle, là, mais Jean-François Vachon, donc qui permet de revoir, d'identifier rapidement dans les règlements municipaux les règlements qui devraient être modernisés en priorité pour l'adaptation des bâtiments. Là. Donc, on peut parler de cases de stationnement qui est obligatoire ou des choses comme ça. Donc, rapidement, il y a ce genre d'outils-là qui commencent à émerger. Des gains rapides, peut-être, à voir, effectivement. Sybille, au niveau de... Vous voulez nous parler de Rénoclimat en terminant, peut-être nous rappeler un peu? Rénoclimat? Oui. Rénoplex? Le programme de financement. Oui, c'est ça, au niveau du ministère, le 145 millions. Il y a un programme de financement. La Ville de Montréal a fait un gros travail, notamment avec le service de l'eau puis le service de l'habitation, pour développer un programme qui permet aux citoyens d'adapter, de mettre en place des mesures d'adaptation à l'échelle de leur bâtiment. Effectivement, puis ça, c'est un programme qui a eu d'énormes résultats. Il y a une très grande demande. Puis en parallèle, effectivement, il y a aussi le gouvernement provincial, le MELCCFP, qui a annoncé dans ses budgets 145 millions de dollars pour le volet adaptation du programme Rénoclimat. Donc, c'est très porteur quand même. Ça démontre qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent. Oui, c'est quand même favorable, je dirais, pour l'avenir. Et puis... Bien, merci. Monsieur Denis Martin, maire de Deux-Montagnes, Sybille Zettel de la Ville de Montréal et Hélène Levasseur, Architecture sans frontières. Merci beaucoup. Merci énormément. On peut les applaudir. Avant que vous quittiez, j'aimerais vous dire que vous allez trouver sur le site de la CMM une foire aux questions qui est vraiment très, très bien faite avec toutes les questions et les réponses par rapport donc à la cartographie des zones inondables de nouvelle génération. Et à l'intérieur de ce document, on vous réfère directement à un site du gouvernement du Québec qui a fait des capsules, entre autres vidéos, pour les citoyens qui sont très, très bien vulgarisées, que vous pourriez peut-être utiliser dans vos municipalités ou dans les médias sociaux. Là. Ça permet vraiment de bien comprendre. Merci beaucoup. Je vais vous inviter à quitter la scène. On va passer à notre prochain panel déjà. On peut les applaudir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup.